Merci beaucoup. On est ravis d'être là avec vous. On va essayer de vous partager notre expérience rémoise d'une unité d'intervention précoce. On va redire un petit peu les bases que vous a présentées Oriane André. On va essayer de l'aborder avec un abord plus peut-être psychiatrique, puisqu'on avait aussi le côté psychologique. Et donc voilà, on va vous parler de l'expérience. Juste pour le dire, donc, en effet, on est dans un service de soins ambulatoires visant le rétablissement qui nous permet d'avoir une multitude d'unités qui va de l'intervention précoce, donc au tout début de la maladie, en passant par un centre de réhabilitation psychosociale, un hôpital de jour et un CMP, plus une unité de psychotrauma. Donc on a la chance dans notre service d'avoir un peu le parcours du patient à différents moments de sa vie, à différents moments d'accompagnement, qui nous permet aussi fluidifier le parcours et puis entre professionnels aussi s'enrichir mutuellement de nos expériences. Voilà, donc l'essence du projet de C3PO. On parlait du constat, je vous redis, le trouble du spectre de la schizophrénie, vous connaissez tous, on sait que c'est une maladie chronique et invalidante, ça représente quand même, ça a représenté longtemps la pathologie principale des suivis psychiatriques. Je dis pendant longtemps parce que je trouve que depuis ces dernières années, la géographie un petit peu des patients change et la clinique, c'est un petit peu plus, ça évolue. On sait que c'est une pathologie qui est complexe tant par son expression clinique. Je ne vous rappellerai pas qu'en psychiatrie, on n'a que notre clinique aujourd'hui pour poser un diagnostic et des diagnostics souvent qui évoluent avec le temps du fait de cette présentation clinique. De la physiopathologie, on en découvre encore. C'est une maladie qui, même si on connaît de mieux en mieux, nous garde encore beaucoup de mystères. Et du coup, une prise en charge qui est complexe, puisqu'elle va toucher différents domaines qu'il va falloir prendre en charge, en prenant en compte, en effet, ces défauts d'insight et d'expérience du soi qui rendent nos prises en charge compliquées. Elle débute entre 15 et 25 ans, et comme le disait Madame André, avec un délai de 2 ans de retard en moyenne entre le début des symptômes et la prise en soins. Pour un rappel, dans le trouble bipolaire, on est à 5 voire 10 ans de retard, donc on peut dire que c'est pas si mal. Malgré tout, on avait le constat, moi je faisais le constat souvent quand ils arrivent à l'hôpital, la maladie elle est déjà installée depuis longtemps, ils sont déjà désinsérés, ils sont déscolarisés, ils n'ont plus de copains, ils n'ont plus d'activité et on se trouvait qu'on arrivait un petit peu tard. Ça reste la 3e cause de morbimortalité chez le jeune, avec un taux de suicide élevé, notamment au tout début de la maladie. Donc ça, vous le savez, je passe. La naissance du projet, elle naît d'un projet d'établissement. Vous savez, comme tout établissement sanitaire, on doit régulièrement repenser notre projet d'établissement. Et sur le projet 2018-2022, il y avait un onglet améliorer le parcours patient. Et dans cet onglet, il y avait un onglet amont et aval. Aval, il y avait éviter que les gens stagnent à l'hôpital. On a parlé bien sûr des départs des patients français vers la Belgique. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, au niveau amont, c'est comment on va essayer de prévenir l'apparition de la maladie, ou en tout cas, quand on l'a vu, l'impact qui va faire que les patients qu'on va prendre en charge nécessiteront peut-être moins de soins chroniques qui nécessitent des lits et une prise en charge assez lourde. Donc est née comme ça la réflexion et l'unité qu'on a, après de longues réflexions, appelée C3PO. J'étais maman d'adolescent à cette époque-là qui était fan de Star Wars, et en cherchant les mots entre prise en charge précoce, psychose, on est arrivé à C3PO. Se rappeler que le C3PO est arrivé dans un besoin national de développer la prise en charge précoce, même si en France on a tendance à être on avait tendance à être un peu en retard par rapport à l'international. On a cité l'Australie, on peut citer le Canada, la Suisse, il y avait une volonté de développer cette prise en charge précoce, et notre unité a pu ouvrir fin 2019. Alors initialement, juste l'équipe pour se former et monter le projet, et une ouverture aux jeunes en novembre 2019. Voilà, on n'avait pas nos locaux, on était hébergés par le CMP, et puis au moment où on devait avoir notre
nos locaux. On arrive mars 2020, vous voyez ce qui est arrivé à ce moment-là, donc voilà, ça a pris un petit peu plus de temps. Notre dispositif a une vocation régionale. On est dans l'établissement public de la Marne, qui s'inscrit dans l'antérégion Champagne-Ardenne. On ne va pas refaire non plus la géopolitique française. Mais voilà, on avait initialement l'idée que notre dispositif puisse s'adresser à tous les jeunes de 16 à 25 ans, enfin initialement 18 à 25 ans, on a rajeuni à 16 ans, de toute la Champagne-Ardenne. Je vous disais, on s'inscrit et ça reste une volonté de travailler en réseau. Le C3PO est inscrit dans le réseau national monté par le professeur Marie-Odile Krebs, qui est le réseau Transition, et qui donne toute la dynamique au développement de ce réseau d'intervention précoce, mais aussi une volonté de travailler en région élargie, puisque nous travaillons Grand Est et un peu Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous avons avec le professeur Laprévotte et le docteur Martin développé le réseau intervention précoce, étant l'idée de pouvoir aussi échanger entre équipes. Et on a essayé, alors il y a eu un petit moment de flottement, mais on a essayé de garder cette dynamique d'échange entre équipes qui est précieuse pour ces équipes qui, dans le paysage psychiatrique traditionnel, faisaient parfois un peu ovni, on peut dire, avec toutes les réticences on allait leur prendre leurs patients, qu'est-ce qu'on fait, on a une approche basée sur la personne, où on prend en compte le désir du patient qui n'est pas forcément le même désir que celui du médecin. Donc ça fait du bien de travailler en réseau. Alors, merci à tous et bonjour, Marie-Thérèse Caillard, je suis médecin psychiatre. Alors, on avait imaginé cette présentation à deux et du coup, on va s'alterner un tout petit peu. Effectivement, je vais reprendre une partie des choses qui ont déjà été dites. Je vous promets, je serai très rapide. Les enjeux, on les a un tout petit peu déjà, on en a déjà parlé. C'était effectivement diminuer la durée de la psychose non traitée, proposer une offre de soins qui soit adaptée à un public jeune. Là, comme vous le voyez, on reprend certaines terminologies que vous avez déjà pu entendre. Du coup, on parle de absence de symptômes, de prodrome, on parle de symptômes psychotiques. Du coup, tout ça pour vous dire, on essaye de jouer sur la durée de psychose non traitée, vous voyez là, et on essaye surtout de parler de qu'est-ce que c'est ces prodromes. C'est un véritable changement dans l'optique de la manière dans laquelle on regarde, on voit nos patients. On est habitué à des patients qui sont plutôt chroniques, pour lesquels la pathologie est déjà installée, et du coup, on connaît la symptomatologie de l'épisode psychotique installé, qui est l'épisode qui peut se répéter chez les patients schizophrènes, mais on essaye de retrouver dans leur histoire clinique les choses, les éléments qui ont pu précéder l'apparition de ce symptôme, de cet ensemble symptologique aussi présent, aussi puissant. Et ce qu'on voit, c'est que avant l'arrivée du premier épisode, il y a des similitudes dans les patients, avant qu'ils deviennent patients, et du coup, on change de façon de regarder les choses, et on ne parle plus de prodrome, ceux qui arrivent avant, mais on parle de état mental à risque. État mental à risque et prodrome, ce sont des concepts qui peuvent paraître nouveaux, mais qui finalement commencent à prendre un peu d'âge. En 1996, l'équipe de professeur Magori parle déjà de ce qui peut être un prodrome. Les prodromes sont effectivement, ce que je disais, des symptômes précoces, des symptômes qui s'accompagnent aux périodes qui anticipent la maladie et qui restent flous. Ce qui disait notre collègue tout à l'heure, ce sont des œufs par rapport auxquels on ne penserait pas forcément une schizophrénie par la suite. Et c'est le retrait social, c'est le fonctionnement qui commence à se détériorer. Il y a beaucoup d'éléments autour de l'humeur, autour de l'anxiété, autour de la tolérance au stress qui commence à s'installer. Et puis quand on voit un tout petit peu plus loin, on va dans les symptômes un peu de base, comme vous disiez tout à l'heure. Alors du coup des comportements qui commencent à être étranges, une perte de capacité à trancher dans l'hygiène personnelle, des affects qui peuvent être inappropriés. Alors tout ça pour vous dire, ça reste flou et c'est l'objectif. L'objectif de la prise en charge précoce, puisqu'on se veut d'arriver avant la maladie, c'est d'essayer de ratir large. Ça ne veut pas dire que tous les patients qui rentrent dans le critère de ultra haut risque vont développer une psychose, mais ça veut juste dire que ce sont des patients pour lesquels on aura un regard plus particulier, plus approché.
Pour vous rassurer, la cible d'intervention précoce, elle est en bleu, comme vous voyez, et c'est une cible large parce que parmi ce gros spectre de patients qu'on va observer de plus proche, il y en aura finalement peu qui vont développer les grosses pathologies chroniques qu'on connaît en psychiatrie, les troubles du spectre de la schizophrénie et la bipolarité. Magori se pose la question de comment arriver avant la maladie et il prend un modèle scientifique qui est propre plutôt aux maladies somatiques. On connaît pour des autres cas dans les maladies traitées par rapport à notre corps l'idée du staging, c'est-à-dire donner des étapes, donner des parcours évolutifs dans la maladie qui puissent nous guider pour comprendre à quel moment dans l'histoire évolutive de la maladie nous allons nous retrouver. Comme vous pouvez le voir, l'idée c'est de pouvoir cibler l'intervention sur la base des symptômes qu'on allons retrouver. Si vous regardez la toute dernière case, c'est l'intervention potentielle pour beaucoup de ce qu'on fait sur la prise en charge précoce, on reste sur une observation. On essaie de promouvoir la santé, on essaie d'inclure les familles, on essaie d'éduquer les patients à ce qui peuvent être les facteurs de risque, parmi lesquels la consommation de toxiques, et puis on peut monter un plan de compétences au fur et à mesure qu'on a des symptômes qui apparaissent de plus en plus. Parce que si sur le stade clinique 0, le seul risque qu'on a c'est d'avoir des parents malades, quand on commence à être sur le 1A, on commence à avoir des petits symptômes. On rentre dans ce que disait notre collègue, les symptômes de base. Et là, on va monter un tout petit peu en compétence. On commence à voir s'il y a des éléments de dépression, des éléments d'anxiété qui l'accompagnent et on essaie de traiter avec des TCC par exemple. On réduit de façon active les toxiques, puisque les toxiques comportent parmi tous les facteurs de stress possibles, comportent le poids le plus important. Et seulement à la fin, c'est là où on a le premier épisode qui a vraiment explosé, qu'on va pouvoir se permettre de mettre en place un traitement antipsychotique. Pourquoi je le souligne? Parce que effectivement, la mise en place du traitement antipsychotique doit toujours nous comporter chez nous la balance bénéfice-risque, et il ne faut pas oublier qu'il s'agit de traitements qui ont des lourds effets indésirables. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de les mettre en place quand ils sont nécessaires, mais que si on prend le temps d'observer la clinique, on peut essayer de se raisonner et on peut essayer de se dire est-ce qu'on a vraiment franchi le seuil de ce qui est le premier épisode psychotique, on est encore dans des phases, comme vous avez vu tout à l'heure, le blip, c'est-à-dire des épisodes qui vont se résoudre tout seuls. Est-ce qu'au niveau de la durée et de l'intensité des symptômes que j'observe, je peux justifier sur ma balance bénéfice-risque l'introduction de ce traitement? Et c'est toute cette réflexion que nous essayons de faire. Donc, quand le patient arrive sur le C3PO, il y a une évaluation médicale qui ne consiste pas dans un maraboutage, je fais l'entretien clinique. Sauf que j'ai l'avantage d'avoir une file active qui est beaucoup moins importante de celle que j'ai sur le CMP. Et du coup, je peux me permettre de bloquer 2 à 3 heures pour chaque entretien. Et si je ne suis pas contente, je propose un autre entretien. Et ça veut dire que mon évaluation, parfois, elle a duré 10 heures au total. 10 heures, ça veut dire que sur un CMP, si vous avez le luxe de bloquer un créneau d'une demi-heure, pour arriver à une demi-heure tous les mois de 10 heures d'évaluation globale, ça prend un peu de temps. Sur le centre d'intervention précoce, on a cette chance, on a ce luxe, je suis contente d'avoir ce luxe, de pouvoir me bloquer du temps et de pouvoir éterniser, entre guillemets, mes entretiens et pouvoir proposer une réflexion plus poussée à moi-même et à mes patients. Les échelles sur lesquelles on base l'observation sont l'échelle fonctionnelle, c'est la SOFAS. Effectivement, c'est une échelle numérique qui nous permet d'avoir un visuel, un chiffre de comment on avait trouvé notre patient au début de la rencontre. C'est une échelle très rapide parce que vous la passez sur la base de votre expérience clinique. Et puis c'est la deuxième, c'est la CARMS, c'est l'échelle qui a été validée à l'international, c'est l'assessment de l'état clinique à risque. Et c'est une échelle assez conséquente. Alors au début, je m'étais mise le point d'honneur de la passer dans son intégralité, mais fait 40 pages. Et pour quelqu'un qui a limité ses ambitions, qui prend toujours 6 heures d'entretien, je pense qu'il vaut mieux comme ça, je vous avoue. Effectivement, on s'est limité aux premiers items qui sont dans le carré, parce que c'est sur la base de ces items-là qu'on va vérifier en termes de fréquence et d'intensité des symptômes qu'on peut repérer,
si nous avons franchi la seuil du premier épisode psychotique ou pas. Et c'est l'ensemble des résultats sur ces premiers 4 items qui va nous donner effectivement la piste pour dire oui, on est ou non, on n'est pas dans un état mental à risque de psychose. Pourquoi on vous parle autant de la prise en charge précoce? Il y a beaucoup d'autres dispositifs. Vous posiez la question tout à l'heure sur les équipes mobiles. On n'a pas prétention à faire mieux ou en savoir plus que les autres. On amène sur le plateau une disponibilité technique que les autres unités ne peuvent pas avoir. Nous, on fait que ça. Si vous considérez que dans la population adulte, les patients schizophrènes, du coup schizophrénie avérée, sont 1% de la population, moi je cherche bien évidemment un peu plus large, mais je fais qu'un spectre restreint des troubles que mes collègues psychiatres peuvent voir ailleurs. Ça veut dire que toute la puissance de mon plateau technique est dévouée à la recherche, à la détection et à l'accompagnement de ces jeunes. Sur cette étude qu'on a retrouvée, on voulait mettre en évidence que, effectivement, les patients, ils sont bien pris en charge ailleurs, ça on le sait. Sauf que être pris en charge sur une unité qui a moins de puissance technique à leur consacrer, ça se révèle sur le long terme, en termes de rechute, être moins intéressant. Parce qu'il y aura un taux de rechute qui va être plus important pour les patients. Déjà sur 2 ans, ça va être à peu près le 30%. Ça dépasse le 30% sur les 3 ans. Et parce que c'est des patients, comme vous disiez tout à l'heure, ils sont jeunes, ils ne sont pas malades, mais du coup ils ne viennent pas. Et sur un CMP, vous n'avez pas le temps de courir derrière tout le monde. Et du coup, oui, il y a des perdus de vous. Je comprends, c'est vrai. Quand on a une prise en charge spécifique, oui, je dois aller plus vite. Oui. Quand on a une prise en charge spécifique, effectivement, le taux de rechute, il est moins important. Allez, effectivement, on parle beaucoup de la période critique. Au niveau neurobiologique, ça c'est très important. Vous disiez tout à l'heure les symptômes de base. Là, c'est vraiment le cerveau. C'est comment notre cerveau mûrit. Ce sont les étapes importantes de la vie. Si vous voulez juste regarder cette image, ça reprend un peu l'émergence des premiers épisodes. Et elle va changer, juste pour que vous puissiez voir ce petit cadré vert. Et là, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire, cette période, d'un point de vue neurobiologique, est la période la plus fertile sur laquelle, si on intervient rapidement avec toutes les prises en charge qui sont proposées, on peut espérer laisser régresser les symptômes. Et c'est ça, le nouveau concept d'importance. Allez, je laisse la parole, désolée, je vais terminer. L'idée derrière la théorie, c'était de voir comment en pratique on allait pouvoir accompagner nos jeunes qui sont des personnes en devenir. Alors voilà, on dit ça commence à 16, 18 ans, on ne sait pas encore vraiment qui on est à cet âge-là, même si on n'est pas malade. Et donc c'est comment on va pouvoir accompagner ces jeunes à ce moment clé de leur vie. Dans une idée, moi à l'époque, ce que je voulais faire, c'était de monter de la réhabilitation psychosociale, favoriser le rétablissement des jeunes, et c'est comment adapter le concept d'accompagnement en vue du rétablissement chez nos jeunes. Se rétablir, c'est comprendre, accepter, surmonter les incapacités en lien avec un trouble pour apprendre à bien vivre avec. C'est un processus en plusieurs étapes, non linéaire, avec une temporalité qui va différer d'une personne à l'autre. Ça s'appuie sur des concepts de se connaître, s'accepter, ne pas avoir peur de la rechute, s'accomplir, accepter des expériences. On parle du savoir expérientiel, améliorer ses connaissances, ses ressources, ses vulnérabilités. Et ce qui nous paraissait important, c'était de vraiment distinguer, aider ces jeunes qui se construisent, de ne pas se construire avec une identité de malade, mais d'une personne souffrant de troubles et de difficultés. Et c'est vraiment la base du rétablissement à notre sens, pour limiter tout ce qui va être autostigmatisation. Et on sait, dans la lutte dans l'autostigmatisation, plus on prend en charge précocement les patients, et mieux, moins sera le risque d'avoir un comportement autostigmatisé. Rapidement, pour vous dire que voilà, l'adolescent, le jeune adulte, il y a beaucoup de choses qui se passent biologiquement, cognitivement à cette période. Au niveau cognitif, c'est la fin du développement cérébral cognitif, avec le développement de la pensée abstraite et de la logique. Et c'est vrai que souvent, cette période, pour un ado normal, c'est le moment où au niveau scolaire, on va demander davantage de connaissances, de capacités. Et c'est là que souvent, chez nos jeunes malades, va y avoir le moment de rupture. C'est aussi le moment de développement émotionnel, où va y avoir
beaucoup de difficultés à contrôler ses pulsions et de voir un peu s'identifier, s'autonomiser, se différencier des parents. Et puis le développement de la socialisation. Le jeune, on l'a vu, il manque de connaissances et d'expérience de la maladie. Donc l'approche normale de réhab, qui est basée sur le savoir expérientiel de la maladie, chez un jeune qui découvre les choses, ça va être compliqué. On sait que le jeune, il a besoin de résultats immédiats. Alors chez nos patients avec psychose aussi, la notion de s'engager dans quelque chose au vu d'un bénéfice ultérieur incertain, c'est très compliqué, chez nos jeunes encore plus. Les moyens de communication du jeune de 2025 ne sont pas ceux du jeune que j'étais il y a quelques années. L'utilisation fréquente des toxiques. On a aussi des jeunes qui vivent encore souvent chez leurs parents, il va falloir le prendre en compte. J'accélère parce que le temps est passé, on a plein de choses à vous dire, c'est terrible. Donc on a organisé, diminuer le délai de demande d'aide, c'est comment on fait, c'est-à-dire qu'il va falloir informer la population sur l'existence des troubles psychotiques, des symptômes initiaux, et puis informer sur les ressources possibles, parce que la psychiatrie, ça fait peur, c'est pour les fous, et on n'a pas envie d'emmener son jeune qui va mal voir un psychiatre, parce que ça risque de le condamner à vivre sa vie au sein d'un hôpital psychiatrique. Informer et sensibiliser les professionnels intervenant auprès des jeunes, on pense aux enseignants, on pense aux éducateurs, on pense aux médecins traitants également. Donc nous, on a récemment créé, grâce à l'aide de notre service communication qui est dans la salle, un site internet dédié en espérant pouvoir que si on parle de ces 3 PO à Reims, les jeunes puissent aller voir. Je vous ai mis le QR code pour que vous puissiez aller visiter notre super site. Donc donner des informations et déstigmatiser le lieu de soins aussi, c'était ce qui nous paraissait important. Dans l'idée diminuer le délai de rendez-vous, on s'est engagé à avoir 24 heures si le patient, si les urgences nous appelaient pour un jeune avec un premier épisode ou des symptômes inquiétants. 48 heures, c'était une demande d'aide spontanée ou si c'était appel d'un médecin ou d'un professionnel pour une symptomatologie aiguë. Et au maximum 2 semaines, si c'était ça nous était orienté pour un avis clinique, un avis diagnostique. Et on a voulu surtout avoir un lieu un peu déstigmatisant, dédié. Donc on est hors les murs, on est en plein centre-ville, dans un lieu plutôt sympa. C'était du tertiaire, c'était des bureaux avant. Et là, on a que la salle d'attente, on ne pouvait pas mettre tout. Pour ça, on a une équipe pluridisciplinaire. On est 2 médecins psychiatres pour un équivalent temps plein. On a une psychologue, neuropsychologue à temps plein. On a 4 infirmiers case managers et on a une secrétaire et un temps de cadre et un temps d'assistante sociale. Voilà, le docteur Calzo vous a dit, il y a systématiquement une évaluation clinique. Alors souvent c'est le case manager qui reçoit le patient en premier, puis après l'évaluation médicale, on en discute après en équipe et on décide s'il y a une prise en charge sur ces 3 PO et l'orientation. Les 4 piliers, rétablissement clinique, fonctionnel, social et familial, on a essayé de décliner les soins un peu sur les modèles initiaux dans notre idée de la réhabilitation psychosociale. Et l'idée, c'était de vous montrer un petit peu comment, si on a encore 2 minutes. Au dépend de la question. Oui, oui. Voilà. L'idée, c'était entre ce qu'on a imaginé au départ, avec toute notre théorie et notre insouciance, et puis comment on est à 5 ans là maintenant de vie, voir un petit peu comment on a réajusté la prise en charge. Je laisse la place au docteur Caz. Allez, je vais parler vite, je suis italienne, c'est un point de plus, je vous jure. Prise en charge dans le milieu, vous disiez, on peut se déplacer, on peut y aller. L'idée c'était de dire, vous inquiétez pas, on vient chez vous, on peut boire un café chez vous. On a reçu beaucoup de portes fermées. Les jeunes vivent encore chez les parents ça les dérange qu'on aille chez eux. Et du coup, on invente les choses différemment. Ce qui marche très très bien, c'est l'accompagnement du case manager. Les case managers, comme vous le disiez, sont très inventifs. On va boire un café ailleurs, t'inquiète pas. Tu voulais aller au sport? Tiens, moi aussi je voulais faire une séance, on y va ensemble. Et ça marche. Du coup, merci à votre créativité, on arrive à accrocher les jeunes.
Les ateliers, alors ça c'est quelque chose qui nous frustre énormément. Notre neuropsychologue, comme tous les neuropsychologues qui connaît, ils ont toujours beaucoup d'idées, ils essaient vraiment de se mettre un jour avec les demandes des jeunes. Là, ce qu'on avait vu, c'est qu'on a beaucoup qui a des problèmes des toxiques, le problème de l'utilisation d'écran, la gestion de la reconnaissance des émotions, elle est compliquée. Et elle a créé des mini-ateliers d'une journée, c'est-à-dire de 2 heures. Je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui s'est inscrite. Alors, du coup, on essaye de changer un peu, on va vers eux, vers les choses qui peuvent les intéresser. Ce qui marche, ça fait déjà la 3e année, c'est le groupe de pré-rentrée. On doit aller à la fac, on doit reprendre le lycée. Mince, ça fait une année qu'on est déscolarisé, on ne sait pas comment s'y prendre. J'appréhende, j'ai peur, je ne sais pas comment gérer. Du coup, des tips pratiques sur organiser le boulot, apprendre à mémoriser, des fiches techniques, des choses concrètes. Ça va me servir, c'est la semaine avant la rentrée, ça me sert demain matin, du coup je viens. Sinon, on les accroche pas. Hein. Et oui, tu peux y aller, la rééducation cognitive, les programmes qui sont préconisés, c'est des programmes bien, ils sont solides, ils ont fait leur preuve de fonctionnement. Mais pareil, les jeunes, ils ont des plaintes, ils arrivent, ils ont des problèmes à mémoriser, à se concentrer, à retenir les informations, mais on n'arrive pas à les accrocher sur des programmes qui sont gratuits, qui sont proposés. La psychologue leur propose même du travail à distance pour qu'ils soient chez eux, ça n'accroche pas. Ce qu'on a essayé de faire marcher, c'est, encore une fois, elle se plie, elle contourne l'obstacle et du coup, elle part de choses concrètes au fur et à mesure que sur l'entretien, il y a des choses qui apparaissent et ça se transforme en quelle est la base neuropsychologique qui peut l'expliquer et comment on peut aller outre cette difficulté. Ce qui marche très très bien, c'est la coordonnatrice d'insertion professionnelle. Alors, on disait tout à l'heure comment on les maintient dans le milieu social, mais vraiment la coordinatrice d'insertion de professionnels, ça marche très bien. Les jeunes veulent avoir du pognon. Et pour gagner du pognon, il faut avoir un boulot. Et du coup, si elle nous propose un truc, ça va. Et elle l'écoute. En plus, elle est super active. Les appartements, on les avait imaginés pour leur permettre de laisser le cocon familial et pouvoir être de plus en plus autonomes. Ils sont sous-exploités par rapport à nos attentes. Les jeunes aujourd'hui sont bien chez maman et papa, parce que maman, la cuisine, elle est bonne, et je ne vais pas me casser la tête. Mais du coup, on imagine des activités. Encore une fois, on essaie d'être créatif. Ce qu'on a mis en place qui marche bien, c'est plutôt les groupes, du coup, sur les après-midi. L'appartement, c'était pour vous montrer que voilà, il existe vraiment. Ce sont des espaces adaptés. Ils peuvent faire un lit, ils peuvent faire la vaisselle, ils font la cuisine. En général, c'est avec le case manager. Du coup, ils se mettent le défi. Il y en a un qui fait le plat, il y en a un autre qui fait le dessert. Et puis, tout le monde mange et partage le repas. Voilà. Voilà. Désolée. Juste voilà, avec c'est la dernière diapo. Ce qu'on a observé sur les états mentaux à risque, les pathologies fréquemment associées, c'était des psychotraumas. Alors pas la psychotrauma liée à l'expérience de soi, mais vraiment des vrais psychotraumas, des événements de vie. Et donc, voilà, comme on sait que c'est un facteur de risque de développer après des troubles psychotiques, on les prend en charge avec de l'EMDR et de la TCC centrée sur les traumas. Les troubles anxieux, et aussi on a de plus en plus de troubles neurodéveloppementaux. Je crois qu'à Dijon aussi. Ah, oui. On a très peu perdu de vue. En dehors des patients avec des profils de consommation de toxiques et de personnalité antisociale qu'on n'a pas réussi à accrocher. Mais sinon, même s'il y avait parfois des arrêts de traitement, ça a toujours été accompagné et, je ne vais pas dire validé par nous, mais voilà, accompagné par nous. Une patiente guérie, c'est-à-dire que quand je dis guérie, c'est un premier épisode psychotique qu'on a accompagné sur quelques années et on a pu lui dire aujourd'hui vous êtes guérie, vous n'êtes pas rentré vous n'avez pas transité, on a mis fin au traitement. Elle est repartie avec sa fiche de vulnérabilité, son plan de crise en cas de rechute. Mais je le souligne parce que moi c'est très rare dans une carrière, ça fait quelques années maintenant, où on peut dire à un patient qui a eu une expérience de symptômes psychotiques, de dire vous êtes guéri. Aujourd'hui elle n'a plus de suivi psychiatrique, plus de traitement, elle connaît sa vulnérabilité et on espère qu'on la revoit puisqu'elle revient nous faire de la pérédance sur nous. Voilà. Je suis désolée pour le délai. Thank you.